Bonjour, moi je suis Santucci Maite, je suis médecin généraliste près de Bordeaux. Je suis embêtée parce que récemment on a eu le problème des progestatifs avec le risque de méningiome. Et le méningiome de base, l'incidence c'est 7 à 8 pour 100 000. Et maintenant ils nous recommandent de faire une IRM sur les macroprogestatifs. Avec une augmentation de risque de 4 à 7, je crois, selon les progestatifs. Et là, ils ont commencé à nous dire que le désogéstrel, il y avait aussi une augmentation de risque au-delà de 5 ans d'utilisation, avec un risque x2. Et là, par contre, ils n'ont pas recommandé de faire une IRM cérébrale. Une IRM, c'est 300 balles. Moi, le problème que ça me pose, c'est que le méningiome, c'est très rare, c'est rarement opéré, et je trouve qu'en termes de bénéfices pour la santé, recommander des IRM systématiques, je ne suis pas sûre que ça soit un bénéfice si majeur. Donc, je ne sais pas ce que vous avez comme information par rapport à ça. Voilà, si vous aviez un avis sur la question. Oui, ça fait beaucoup. Je connais pas du tout cette recommandation-là, mais moi, ce que ça me parle, ce que ça me dit, c'est que vous parlez des coûts, mais vous parlez pas aussi de tous les découvertes fortuites qu'il y aurait avec toute cette imagerie-là, qui serait à considérer dans la balance. Mais la recommandation comme telle, je la connais pas. Est-ce qu'il y a des praticiens ici qui la connaissent? Merci beaucoup pour votre question. C'est vrai que la preuve qu'on aimerait avoir, c'est est-ce que dépister alors que ces patientes n'ont pas de symptômes est préférable au fait d'attendre qu'elles commencent à avoir des débuts de symptômes pour éventuellement opérer certaines d'entre elles ou surveiller, etc. Et je n'ai pas connaissance de l'existence de cette preuve, donc difficile de recommander le dépistage a priori. Si on n'a pas l'analyse des bénéfices et des risques qui aurait été produite par l'organisation qui promeut ce dépistage, on peut même s'interroger quel est l'enjeu en fait. Est-ce que c'est de protéger la santé du patient? Pardon? C'est la NSM là qui la NSM. Ça. Ou bien est-ce que c'est de protéger le prescripteur éventuellement d'un risque médico-légal après prescription? Et ouais, j'ai lu, il y avait 158 patients, le taux de patientes opérées a été réduit de 158 à 10 par an, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est une vraie question. On ne sait pas. Merci quand même de cette question, mais on n'a pas la réponse, je pense. On n'a pas les risques, notamment. On n'a pas les risques, ouais. Donc on va prendre une autre question. Non, je pense que c'est toi, non? Non. Bon, Laurent Moiseau, à Celles-sur-Belle, à côté de Niort. Vous avez dit qu'il y avait cette tension au niveau du dépistage entre le bénéfice escompté individuellement, c'est-à-dire est-ce que ça va me sauver la vie? C'est un peu cette question un peu que vous aviez mis en avant. Il y a aussi la question du bénéfice collectif qu'il peut y avoir un dépistage, et finalement, s'il n'y a pas d'effet sur la durée globale de survie, par exemple, si on peut se dire que trouver un cancer plus tôt permet de mettre des traitements moins coûteux, c'est une hypothèse. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Parce que ça pourrait être aussi en faveur. Certes, ça ne va pas vous sauver la vie, par contre, ça va coûter moins cher à la société. Donc nous, collectivement, on décide que dépister le cancer du poumon, malgré tout, ça va permettre juste de faire une chirurgie et pas de chimio et d'immuno. Et du coup, ça va coûter moins cher à la société. Et du coup, ça va coûter moins cher que si on dépistait tous les gens à risque. Après, il y a toujours la question de la population qu'on fait, mais sur l'impact aussi médico-économique des dépistages, qui peut être aussi une réflexion collective et qui peuvent dire là on va le faire malgré tout. Vous avez tout à fait raison. Pour le dépistage du cancer du poumon, les données d'essais contrôlés randomisés montrent qu'il n'y a pas de différence sur la mortalité globale, mais qu'il y a une réduction avec un NNS de mémoire à 330 ou quelque chose comme ça sur le nombre de morts par cancer du poumon. Donc la question qui se pose derrière, c'est vraiment celle-ci, c'est quel est l'impact en fait économique. Ça va se baser sur d'autres questions. Sauf que si vous êtes ministre de la Santé et que vous voyez que dans tous les autres pays, ils y vont, est-ce que vous serez celui qui dira non,
moi, je tiens mes rênes, je tiens les sous de la Sécu, je pense qu'il ne faut pas y aller. C'est quand même très très compliqué. Et vous avez raison, sur l'ensemble des dépistages, ces questions d'économie sont primordiales. C'est un enjeu d'éthique, me semble-t-il. Mais si je pouvais rajouter, il faut faire attention. Souvent, dans ces calculs économiques-là, ils prennent tous les cancers qu'on découvre plus tôt comme étant une preuve qu'ils ne deviendront pas des cancers avancés. Mais on sait qu'il y en a qui sont des surdiagnostics, donc on va augmenter en fait la facture pour ces gens-là. Et il n'y a pas tellement, en fait, il n'y a pas de preuve qu'on va vraiment, de façon substantielle, diminuer des cancers avancés. Donc il faut réfléchir à ça plus que juste se dire, si je les découvre tous avant, ça va diminuer la facture, parce que c'est pas vrai, c'est pas démontré en fait. Merci. On va prendre une autre question. Bonjour. David Hollander de Strasbourg. Merci d'abord à tous les intervenants pour la qualité de vos présentations. Il y a 10-15 ans déjà, j'ai l'impression qu'on se posait exactement la même question, qu'on avait les mêmes problèmes par rapport au dépistage, que les enjeux étaient déjà là, les failles étaient déjà connues. Et j'avais l'impression à l'époque que les médecins généralistes étaient un peu les seuls à se poser ce genre de questions, les seuls à ne pas se précipiter sur le dépistage tous azimuts, effectivement, qui nourrit toute une économie d'effecteurs, de promoteurs, voilà. Et j'ai l'impression qu'on est toujours là. Alors ma question est la suivante. Les limites et les biais du dépistage, les généralistes sont les seuls à s'en préoccuper, mythe ou réalité? Réalité, non. Non, mais en fait, on voit une discordance quand on parle avec des spécialistes, par exemple des radiologistes, pour l'avoir vécu depuis 1 an. C'est très difficile. On n'est pas dans le même discours. On dirait qu'il y a des pans de la formation qui sont comme oubliés. Et j'ai de la difficulté à comprendre ça parce que j'ai, de façon très honnête, essayé d'avoir des discussions et de revenir sur des principes que je vous ai mis, puis on dirait que ça passe pas. Il y a vraiment je pense qu'il y a une chose qu'on dit en anglais, là, quand ça touche ta poche, là, c'est difficile de te faire arrêter quelque chose. Je sais pas, quand ça vient toucher à ton salaire, ta poche, c'est difficile. Alors, je sais pas si c'est juste ça. Je pense qu'il y a aussi toute cette espèce de construction que le dépistage, c'est bien, puis il ne peut pas avoir d'effets néfastes. Mais c'est vrai que c'est... En tout cas, au Québec, là, on est beaucoup plus avancé au niveau de la médecine de famille qu'on peut l'être en spécialité pour ce sujet-là, c'est sûr. Peut-être qu'on peut expliquer ça parce que ces autres spécialistes voient des patients qui ont des maladies graves et qu'ils ont ce mythe qui est encore plus fort pour eux que pour nous. Et c'est très difficile pour eux d'aller à l'encontre de ce constat. Cette patiente de 30 ans qui a un cancer du sein, pourquoi on ne fait pas le même au plus tôt? Le glaucome, le groupe de travail de la HS qui recommande le dépistage du glaucome, parce que dedans, il n'y a que des ophtalmologues qui considèrent que c'est très important de dépister le glaucome sans réellement apporter de preuves si vous lisez l'argumentaire. Et peut-être que l'implication de praticiens de soins primaires, de médecins généralistes, et de médecins de santé publique dans les groupes de travail de la HS pourrait être un moyen de changer les choses. Je rajouterais, je citerai notre collègue Denis Pouchin, qui parlait aussi, et nous en avons tous, des conflits d'intérêts maladie. C'est-à-dire qu'on a tous des conflits d'intérêts avec nos maladies qu'on traite au quotidien. Vous imaginez si demain on disait finalement le cancer du poumon c'est plus une priorité? C'est quand même compliqué, mais c'est la même chose pour toutes les maladies qu'on traite. Les conflits d'intérêts c'est partout et on est les premiers concernés. Et si je peux me permettre de compléter, la préoccupation n'est pas nouvelle sur le bon usage des dépistages, mais ce qui a changé au fur et à mesure des années, c'est qu'il y a de plus en plus de dépistages et de plus en plus d'acteurs qui font la promotion des dépistages, pour des raisons parfois scientifiques, même discutables, mais aussi pour des raisons commerciales. Aujourd'hui, dans les laboratoires de biologie, vous avez peut-être vu qu'il y a des propositions de tests biologiques
non remboursés par l'assurance maladie, un bilan fatigue, un bilan ménopause, etc. Dans les pharmacies, il y a aussi plus d'une dizaine de tests qui sont en vente libre pour dépister les carences en fer, la maladie de Lyme. Il y a même des tests concurrents pour le dépistage du cancer colorectal. Donc en fait, il y a une offre qui ne cesse d'augmenter. Alors dans un domaine plus scientifique, il y a les tests pour dépister les multiples cancers, les multitests de cancer, qui ouvrent à la fois des perspectives et des angoisses très très importantes sur justement ces questions de balance bénéfice-risque. Donc en fait, il est toujours plus important de réfléchir à ces questions parce qu'en fait, l'offre ne cesse d'augmenter. Et il y aura demain, enfin, et même aujourd'hui dans certaines parties du monde, les tests génétiques, mais qui sont encore interdits en France. Bonjour, Sébastien Davidovitch de Sucy-en-Brie, dans le 94, rattaché à l'université Paris-Créteil. J'avais une question sur un article qui est paru récemment dans le New England sur le cancer de la prostate, sur une étude qui est finalement été portée sur 23 ans et qui tendait à montrer qu'il y avait un bénéfice au dépistage du cancer de la prostate. Et je voulais tout simplement votre avis. Et j'avais une toute petite bonus, savoir s'il y avait un site qui répertoriait les différents graphiques qu'on pouvait montrer aux patients, les NNT, les risques absolus et les boîtes à... je ne sais plus le terme. Merci. Mais pour l'article dans le New England, on est en train de mettre notre revue systématique sur le dépistage du cancer de la prostate à jour. Donc, on a vu cette publication-là. Donc, en fait, c'est le bénéfice en nombre absolu a augmenté un peu, mais on n'est pas dans des chiffres énormes. On arrive peut-être à 2 sur 1000 maintenant au lieu de 1 sur 1000. Et là, je ne me rappelle plus, mais pour les surdiagnostics, ils ont diminué un peu. Donc, la balance bénéfice-préjudice n'est pas encore très favorable, mais elle a changé un peu. Il va falloir mettre ça avec toutes les autres études sur le sujet, puis voir ce que ça donne. Pour les répertorier, si vous allez sur le site du groupe d'études canadien, vous allez avoir différents outils. Ce n'est pas tous les outils qui existent, mais en France, est-ce qu'il y a un site où on a tous ces outils-là? Non, il n'existe pas de site qui répertorie toutes les aides à la décision pour le dépistage. La HAS et l'INCA en font quelques-uns, mais pas de manière systématique pour l'ensemble des dépistages qui sont recommandés. C'est vrai que c'est un point qui est très important, qui pourrait nous aider en consultation. Ouais. Merci. Bonjour, je m'appelle Romain Planck, je suis médecin généraliste à Toulouse. En fait, je suis un petit peu étonné, je suis un petit peu surpris du discours ces 2 derniers jours, parce que hier on nous a dit qu'il fallait pas faire de score calcique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il faut pas trop faire de dépistage. Je me dis, j'ai l'impression qu'au final, on va servir à quoi en fait? Les médecins généralistes, on prescrit du Doliprane et on attend que nos patients ils meurent d'infarctus ou de cancer multimétastatique. Je fais de la provoque un petit peu, hein, bien sûr, mais enfin, aussi pour un petit peu seulement, mais aussi pour dire que moi je trouvais que par exemple l'attitude de la CPM, il y a quand même 3 cancers qui sont dépistés en masse, le côlon, le sein et le col de l'utérus. Ça me paraît pas aberrant quand même. Enfin voilà, ça me paraît quand même quelque chose d'assez raisonnable. Je suis pas pour dépister tout le monde de toutes les maladies de la terre, quoi. Mais voilà, ça me... Oui, mais juste pour dire, je trouve ça un peu triste si le message que vous avez perçu, c'était de plus rien faire. Alors, je suis arrivé en cours de route, donc j'ai peut-être pas tout bien. Voilà. Bon. Mais le message, c'est vraiment d'avoir l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté sociale de relation avec nos patients pour les informer sur les préjudices et les bénéfices et qu'ils puissent prendre leurs propres décisions. Puis, je vais laisser toi répondre, puis après, je pourrais peut-être rajouter quelque chose aussi, qu'il y a une différence entre col côlon et sein prostate poumon. Je vais dans le même sens, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas de ne pas faire le dépistage. La question, c'est comment on le fait. Et c'est là où leurs interventions sont primordiales. C'est-à-dire que ne pas avoir connaissance de ça, en fait, on devient injonctif. On force les gens à prendre des décisions par un poids social. Et l'enjeu, c'est de pouvoir échanger, discuter. Alors bien sûr que je suis critique sur le bénéfice-risque, mais c'est mon rôle. Moi, j'arrive avec la casquette éthique. Mais vous croyez que je fais comment? Bien sûr que j'utilise les boîtes à outils. L'enjeu, c'est comment on les utilise, avoir conscience de ça pour faire le mieux qu'on peut.
mais on fera toujours pas assez bien. Mais justement, enfin, je sais que les patients, ils le font très peu. Par exemple, le cancer colorectal, je crois que c'est un tiers des patients qui le font, alors que c'est quand même très, très facile à faire. Est-ce que notre rôle, justement, c'est pas un petit peu... Alors, je dis pas qu'il faut les forcer, évidemment, mais c'est pas quand même un petit peu les inciter sérieusement à le faire, même si la décision finale, évidemment, qu'elle va leur revenir. Vous questionnez ce que j'appelle l'identité professionnelle. C'est quel est votre rôle au milieu de tout ça ? Et le rôle que vous choisissez ne sera pas celui de Laurent, ne sera pas le mien, ne sera pas celui de quelqu'un d'autre. Quel médecin généraliste vous voulez être ? Mais est-ce qu'on ne devrait pas être tous un petit peu cohérents en termes de perte de chance pour les patients, quand même ? La tour de Babel, on ne parle pas la même langue. Et parmi les 67 dépistages recommandés par la Haute Autorité de Santé, le dépistage du cancer du col ou du côlon ne figure probablement pas en dernière place en termes de niveau de preuve. Donc on peut aussi prioriser en fonction du niveau de preuve. C'est un peu ça que je voulais ajouter. Nous, on a 4 niveaux de preuves. Alors, on a les pour forts, les pour faibles, les contre faibles et les contre forts. Alors, un pour fort, on va prendre moins de temps pour discuter tout ça, on va plus l'offrir. Mais quand c'est dans les faibles, c'est-à-dire que les niveaux de preuve sont faibles, mais c'est là, comme pour le dépistage du cancer du sein tout âge, je vais avoir un outil d'aide à la décision pour informer mes patients. Si c'est un contre fort, je ne vais même pas l'offrir. Quand c'est un contre faible, je vais avoir un outil d'aide à la décision aussi. Fait qu'il y a une gradation dans tout ça. Moi, je voulais vous remercier du coup pour vos présentations qui étaient toutes super intéressantes et d'avoir amené un peu d'art, de dessin dans les présentations du jour. Et j'avais une question du coup sur la première présentation. Vous disiez que du coup en France, la HAS recommande de dépister 67 problèmes de santé et qu'on était plutôt à 20 au niveau des États-Unis. La question que je me posais, est-ce que c'est pas aussi en rapport avec leur politique de santé et l'argent qu'ils mettent dedans ? Je sais que les États-Unis, leur système de santé, il est quand même pas similaire au nôtre. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une question politique à se poser sur la comparaison de ces deux chiffres ? Merci, c'est une très bonne question. L'USPSTF est une agence indépendante qui n'a pas de lien avec le ministère de la Santé aux États-Unis ou quoi. Ils font des évaluations médico-économiques qu'ils intègrent dans leurs recommandations, mais je ne pense pas que leurs recommandations, c'est même certain, soient contraintes par les éléments que vous citez. Ouais. En fait, au Canada, on n'a pas 67, loin de là. C'est peut-être un peu plus similaire. Mais aux États-Unis, une chose qui est mal comprise, c'est que quand ils recommandent de ne pas dépister, mais c'est pas couvert. Alors, des fois, ils ont tendance maintenant à rajouter plus de dépistage pour que ça soit couvert sans qu'il y ait nécessairement des bonnes données ou des bonnes preuves d'efficacité. Donc, toujours Laurent à Celles-sur-Belle. Une autre réflexion que je me faisais aussi, c'était les dépistages finalement sont pris un par un, mais à partir de 50 ans, alors moi je suis un homme, on va dire que je suis une femme, on va me conseiller de faire un bilan glucolipidique à un certain rythme, de faire ma mammographie, j'ai pas encore 65 ans, donc faire mon cancer du col de l'utérus et mon dépistage du cancer du col de l'utérus et ma mammographie. C'est tout ce qui ça va m'être conseillé. Plus tous les autres, mais on va dire que c'est les principaux pour lesquels on est occupé en tant que médecin généraliste. Est-ce que, pris individuellement, si je faisais un choix parmi ces 4-là, ça n'a pas d'impact sur ma mortalité globale, mon risque de mortalité globale, je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour moi. Est-ce que si je fais les 3, ça va faire quelque chose pour moi ? Est-ce qu'on a des études qui montrent que cumuler les stratégies de dépistage a un effet sur la santé, à la fois peut-être un effet positif, c'est plus ça qui va m'intéresser, mais je me dis est-ce que ça peut avoir un effet négatif parce que du coup on va me trouver plus de maladies. C'est cette question-là. Est-ce qu'on a des données là-dessus, des choses qui peuvent nous orienter aussi ? Pas à ma connaissance, non, sur l'effet cumulé, non. Après, si on vous dépiste un diabète ou une hypertension artérielle, dans le bilan de ces problèmes de santé, on va rechercher les autres facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, de fil en aiguille, on va être amené à faire un dépistage plus large, en fait. Et moi, je vais me permettre une remarque, même si je suis modérateur. Ça a été étudié pour le risque cardiovasculaire. On a des essais randomisés énormes qui ont mélangé toutes les mesures possibles. Tous ces essais sont non concluants, en fait. Voilà. On est sûr que mélanger tous les tests de dépistage cardiovasculaire, tous ensemble, ça ne marche pas. Donc ça n'apporte pas une plus-value individuelle, alors que individuellement, dépister l'hypertension, on peut penser que ce serait bénéfique. Donc on le sait pour le risque cardiovasculaire, on n'a pas de données pour les cancers.
Mais moi, comme j'ai un médecin très performant, du coup, je vais faire avoir le droit à mon échodoppler des troncs supéro-aortiques et un score calcique qui va me trouver des nodules pulmonaires et des nodules thyroïdiens. Et c'est ce qu'on peut interroger aussi. Mais où est la preuve qu'on donne plus de bénéfices que de préjudices en faisant ça? Il n'y en a pas. Merci. Bonjour, Alexandra, médecin à Toulouse. Comme vous nous avez présenté le fait que les recommandations de la HAS reposent plutôt sur des avis d'experts et pas sur des niveaux de preuve probants, pourquoi le CNGE a fait le choix d'intégrer les recommandations de la HAS dans son outil EBIM? Ah, merci. Merci de cette question. Là, je prends la parole parce que, excusez-moi, mais voilà, c'est la vraie question. Voilà. Et on va veiller à ce qu'il y ait un algorithme qui fasse un peu le tri dans tout ça, quand même. Et le partenariat avec la revue Prescrire, par exemple, dans l'outil EBIM? Voilà, on n'a plus de questions. L'heure, on a bien avancé. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci aux intervenants encore.